Bonjour Anita, Bonjour Macha. merci beaucoup de m'accorder ce temps et ce petit cycle d'interview donc sur l'hypersensibilité et les troubles alimentaires, mais l'hypersensibilité surtout. Est-ce que tu souhaites te présenter pour commencer? Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Anita Rossier, je suis suissesse, donc je vis en Gruyère, c'est une région là d'où vient le fromage. C'est aussi là que j'ai mon cabinet que je consulte principalement. Que dire de plus? À la base, j'étais une scientifique, j'ai découvert mon hypersensibilité, j'avais environ 35-36 ans. C'est là aussi où j'ai été diagnostiquée avec un syndrome d'Asperger. C'est là que j'ai commencé à comprendre un tout petit peu mon parcours, mes difficultés, euh, pourquoi je m'étais toujours sentie aussi différente. Et puis là, j'ai entamé une transition de carrière. Et donc maintenant, j'ai totalement quitté le monde dans lequel j'étais précédemment et je suis devenue une thérapeute, coach, voilà, conférencière, un petit peu, je ne sais pas trop comment définir ça. Et puis, je m'intéresse quand même très spécifiquement à ce sujet de la haute sensibilité parce que c'est les profils que je connais le mieux. Et aussi toutes les pathologies qui sont associées parce qu'être hautement sensible, ce n'est pas une pathologie en fait. C'est une condition, elle est partagée par environ 20% de la population. Il semblerait que ça augmente. Alors là, les raisons, personne n'est vraiment sûr de savoir pourquoi. Moi, j'ai des hypothèses, mais voilà, je ne voudrais pas m'avancer là-dessus parce qu'on n'a pas assez de recul. Il semblerait quand même que les enfants qui viennent au monde aujourd'hui soient des enfants qui soient plus sensibles. Et donc, je pense que c'est aussi important pour eux que les personnes sensibles qui le sont actuellement, les adultes, apprennent à bien gérer ça pour mieux accompagner aussi les enfants. C'est aussi chez les animaux, en fait. Donc, c'est bien la preuve que ce n'est pas une pathologie, parce que sinon, il n'y aurait pas la même proportion chez les animaux de personnes, d'individus plutôt hautement sensibles. Et voilà, j'espère que j'ai tout dit. Je crois avoir été assez complète. Merci beaucoup. Et donc je présume, enfin c'est assez évident, mais que du coup, dans ta pratique, tu accompagnes principalement des personnes hautement sensibles ou... Oui, alors tout à fait. Et ça s'est fait un peu par hasard aussi, parce qu'au début, quand j'ai commencé à consulter, j'étais encore en temps partiel en tant que chimiste, mais quand j'ai commencé à consulter, j'ai eu des personnes hautement sensibles qui sont venues avant même que je sache que moi-même j'étais hautement sensible. J'imagine qu'il y a quelque chose qui fait que j'attire ce type de profil aussi. Et puis par la suite, c'est pas que je refuse les personnes neurotypiques, mais c'est simplement que la façon, je pense, dont j'ai présenté les choses fait que c'est devenu, je dirais, quasiment 95% de ma patientèle. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ok, merci pour cette présentation, Anita. Avec plaisir. Est-ce que peut-être ça pourrait être pas mal peut-être de revenir, mais vraiment dans le détail, parce que pas dans le détail justement, dans les grandes lignes, parce qu'il y a tu as plein de ressources, notamment plein de vidéos dans lesquelles tu reviens largement sur la condition hautement sensible, mais juste vraiment en 2-3 mots pour être sûr qu'on parle bien de la même chose avec les gens qui nous regardent, quoi. Si tu peux revenir là-dessus. Oui, alors, bon, comme je disais, ce n'est pas une maladie, hein, c'est une condition. Et puis, il semblerait aussi qu'il y ait, comment dire, une forme de continuum. Hein, donc, même s'il y a deux grandes familles, donc des personnes qui sont moins sensibles et des personnes qui sont plus sensibles, ça c'est Helen N. Aron qui a défini ça, sur la base de réponses à des stimuli sensoriels chez les nourrissons. D'accord. Il semblerait quand même qu'il y ait une forme de continuum chez les personnes hautement sensibles. Donc, ce que je vais dire, peut-être tout le monde ne se sent pas concerné, même si on se sent hypersensible. Mais dans les grandes lignes, je dirais que c'est principalement par des traits de personnalité qu'on va se reconnaître. En général, ce sont des personnes qui sont émotionnelles, en tout cas qui se trouvent trop émotionnelles, parce qu'aussi dans notre société, ce n'est pas très bien vu, qui sont très empathiques. Et l'empathie, j'entends par là le fait de ressentir les émotions des autres, le fait d'avoir des perceptions extrasensorielles, d'être sensible aux énergies des lieux, des gens, etc. Et puis le fait d'être intuitif. Alors parfois,
elles ne se rendent pas compte qu'elles sont intuitives, elles ne se rendent même pas compte qu'elles fonctionnent différemment, mais c'est quand même un trait très particulier de la personne hautement sensible. Et si elle n'apprend pas à fonctionner de par son intuition, en général, elle va trop réfléchir et puis elle va se rendre malheureuse. Des personnes consciencieuses, analytiques, très introspectives, qui se posent énormément de questions existentielles, etc. Des personnes créatives, même si elles ne l'ont pas forcément développé, elles ont besoin, en fait, d'investir dans cet aspect-là de leur personnalité. Des personnes imaginatives, même parfois un peu dans la lune. Et puis, aussi, un élément que j'ai mentionné, c'est le besoin de contrôle. Parce que je trouve que c'est assez particulier, la personne hautement sensible. Pas le contrôle sur les gens pour prendre de l'emprise, hein, mais le contrôle souvent d'elles-mêmes plutôt. Donc, c'est des personnes qui fonctionnent aussi au niveau de l'hémisphère droit du cerveau. Alors, ça, c'est un petit peu simplifié parce qu'il semblerait qu'au niveau neuroscientifique, c'est bien plus compliqué que ça. Mais voilà, en général, on appelle ça droitier du cerveau, même si ça ne correspond pas toujours à une réalité. Un système nerveux très efficient, donc les 5 sens très développés, souvent une tendance à être vif d'esprit aussi, à réfléchir beaucoup, etc. Je dirais que ça, c'est les traits principaux. Mais comme tu disais, j'ai une chaîne YouTube où j'ai mis beaucoup de vidéos concernant le sujet de la sensibilité, et notamment une qui s'appelle l'hypersensibilité du fardeau cadeau, qui résume les grandes généralités. Parce qu'évidemment, c'est une condition neurobiologique, donc c'est une personnalité, c'est aussi un fonctionnement physiologique différent, donc c'est assez complexe. Donc finalement, j'invite peut-être les gens qui ont envie d'en savoir plus d'aller regarder cette vidéo. Ok, merci. Oui, alors moi personnellement, je conseille vraiment ta chaîne aux gens que j'accompagne toujours. Et du coup, si je me permets de faire un petit lien avec les troubles alimentaires, qui est du coup moi, mon domaine, si je peux appeler ça d'expertise, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, le profil des personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui souffrent de boulimie et qui, dans 99% des cas, ont un profil hautement sensible, en fait. Et donc, forcément, c'est une dimension que j'intègre énormément dans mon travail avec ces personnes. Je suis concernée aussi, sans surprise. Et du coup, c'est pour moi un axe essentiel pour se sortir des troubles alimentaires, notamment de la boulimie, de bien vivre avec cette condition. Et bien vivre pour de vrai, pas juste en pensée, se dire oui, je m'accepte quand c'est facile, mais vraiment concrètement, comment je fais pour tous les jours m'accepter comme ça, vivre bien avec ça, par des actions aussi, pas juste dans le mental. Comprendre que c'est indispensable de bien vivre avec cette condition, c'est déjà une énorme partie du boulot, selon moi, pour sortir des troubles alimentaires. L'objectif du coup de cet échange d'aujourd'hui, c'était justement de partir sur un premier thème qui était comment prendre soin de soi quand on est hypersensible, comment prendre soin de son hypersensibilité. Alors moi, je dis hypersensible, je ne sais pas si c'est un problème de langage, s'il faut mieux dire hautement sensible d'ailleurs. Ça, c'est une question un peu philosophique. Ok. Parce que, comment dire ça, suite à diverses conversations avec mon conjoint, qui est aussi une personne hautement sensible, mais qui est devenu hypersensible aux ondes électromagnétiques et aux produits chimiques. Lui, dans son vocabulaire à lui, l'hypersensibilité, c'est une maladie, c'est une pathologie, en fait. D'accord. Et pour lui, ça veut dire être devenu pathologiquement sensible à divers éléments. Je vais aborder aussi ces éléments-là parce que plus tard, je pense que ce serait bien qu'on parle des risques aussi de cette condition pour la santé. C'est pour ça que j'ai eu envie de parler des personnes hautement sensibles qui ont une condition. Et puis, c'est personnel, disons, que je préfère dire hautement sensible pour pas qu'il y ait cette connotation, cette malinterprétation qui serait une pathologie, parce que souvent les médecins eux-mêmes aussi parlent de l'hypersensibilité comme d'une maladie ou d'un trouble pathologique lié à un profil qui sont ces personnes hautement sensibles. Voilà. Pourquoi moi, je préfère maintenant parfois dire hautement sensible que hypersensible, mais c'est philosophique, je veux dire, peu importe. Okay. Ça ne me dérange pas autrement. Ensuite, il y a tout un tas d'autres termes qu'on voit sur Internet qui parlent tous finalement de la même chose, je trouve. D'accord. Bon, alors si jamais je dis hypersensible, je ferai attention, mais j'entends. Ok. C'est pas dramatique, quoi.
Non, alors, certainement pas. D'accord, super. Alors du coup, l'idée de ce premier échange entre nous, c'était vraiment donc de parler de ça, de comment bien vivre sa condition hautement sensible, donc, dans une perspective, entre autres, de se libérer de l'obsession alimentaire, mais même indépendamment de ça, de toute façon, on a tout à gagner à savoir comment bien vivre avec cette condition. Déjà, quand on a une condition hautement sensible, quels sont, on va dire, les points de vigilance, quoi. À quoi est-ce qu'on doit faire attention dans son rapport à soi et dans son rapport aux autres, peut-être? Il y a Ouais. plein d'opportunités pour moi pour répondre, mais c'est ça qui est intéressant avec ce sujet, c'est que l'humain est complexe et je dirais que la condition hautement sensible est complexe en soi également. Comme je disais, c'est une condition neurobiologique. Ça veut dire qu'on vient au monde comme ça, d'accord? Mais le problème, c'est qu'on ne le sait pas forcément parce que ça ne se voit pas. J'entends par là que je ne veux pas dire qu'être hautement sensible, c'est un handicap. Hein. C'est pas ça que j'entends. Simplement, c'est quand même des personnes, parce que je suis assez bien placée pour le savoir, qui se sentent différentes. Elles se sentent différentes, mais ça ne se voit pas. Elles ne le savent pas forcément. Et du coup, c'est un tout petit peu naturel aussi pour elles d'avoir envie d'être comme tout le monde, finalement. En particulier, je dirais, dans l'enfance, dans l'adolescence, c'est pas facile de se sentir différent, de ne pas comprendre ce qui se passe, de ne pas comprendre le monde, de ne pas comprendre les autres, etc. Donc ça, c'est un premier écueil de la personne hautement sensible, de ne pas savoir qu'elle est hautement sensible, de ne pas savoir qu'est-ce que ça veut dire, de ne pas savoir où sont ses difficultés particulières. Parce qu'évidemment, il y a plein d'aspects pour nous qui sont plus faciles, hein, mais ça, au début, on ne s'en rend pas compte. Ce qu'on voit surtout, c'est nos difficultés par rapport à la plupart des gens. On voit que la plupart des gens, ils ont beaucoup plus de facilité. Par exemple, ça peut être à se faire des amis. Bon, là, pas forcément, parce qu'il y a des personnes non sensibles qui sont extraverties, mais ce n'était pas mon cas. J'étais très introvertie. Elles ont plus de facilité à comprendre le monde, à comprendre les codes sociaux. Elles ont plus de facilité à supporter les conditions de stimulation qui sont extrêmes, je trouve, dans notre société. Donc, elles voient ça comme une douleur, comme une souffrance. Sans vraiment comprendre, sans vraiment mettre le doigt dessus, elles vont commencer à essayer de se suradapter pour pouvoir faire comme tout le monde, pour être comme tout le monde, pour faire partie du monde. Sans parler du fait qu'associer la condition hautement sensible à ce besoin d'harmonie, ce besoin d'amour, de créer un monde meilleur, tout le monde doit se tenir la main, chanter des chants d'amour, etc. Ce besoin de vivre dans un monde de bisounours, et tout ça, ça vient s'additionner, je dirais, et ça complexifie énormément de choses. Donc, moi, je pense que le premier écueil, c'est le fait de savoir qu'on est hautement sensible, de savoir que c'est une différence et de savoir que ça ne se voit pas. Ça veut dire que les gens ne vont pas forcément s'en rendre compte. Et ça veut dire aussi qu'ils ne fonctionnent pas comme nous. Ouais. Ça, c'est important de savoir ça, particulièrement quand on est en enfant. Parce que moi, je me souviens, avant de savoir justement comment fonctionnaient les personnes neurotypiques, j'avais inconsciemment cette pensée qu'ils allaient fonctionner comme moi, donc j'avais une forme d'attente. Quand ça ne venait pas en retour, j'étais blessée en fait, et je le prenais personnellement. Ça a beaucoup entamé mon estime de moi, ma confiance en moi, etc. Et ça, je dirais que vraiment, c'est important, pas qu'on se mette une étiquette, pas qu'on se dise, voilà, moi je suis différent, là, là, puis qu'on prenne ça, mais juste de le savoir et ça permet de mieux lire le monde, de mieux lire son histoire et de mieux prendre soin de soi. Et à partir de là, moi, je ne vois pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas être heureux. Au contraire, je pense qu'être une personne sensible, ça ouvre la porte à tout un tas de possibilités en réalité. J'avais vu ça en 4 étapes. D'abord, comprendre ce que ça veut dire. Ensuite, accepter. Parce que c'est bien joli de le savoir. C'est un peu ce que tu disais. Hein. Ce n'est pas intellectuel, cette idée de « oh, je suis hypersensible, voilà, machin ». Ça doit aller au-delà de ça. Ça doit s'inscrire aussi dans son corps, ça doit s'inscrire dans sa vie, dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de penser. Ça doit commencer à faire partie de nous. Donc, il y a l'aspect de la compréhension puis l'acceptation. Puis, une fois qu'on a vraiment accepté, qu'on a fait le deuil aussi de ne pas être normal, alors on peut commencer à vraiment oser être soi-même, oser peut-être avoir un parcours qui diffère de la plupart des gens. Oser peut-être se fixer aussi des repères qui sont différents de la société. Se donner une valeur. Parce que, alors, ça par exemple, ce n'est pas le cas dans les pays asiatiques où les enfants qui sont hautement sensibles sont très très appréciés parce qu'on reconnaît ces qualités
de sagesse, de calme, de leadership au niveau de la personne sensible. Mais dans nos sociétés, chez nous, il vaut mieux être un battant. Ouais. Il vaut mieux... Ouais, c'est un petit peu quand même le culte de l'ego. Ouais. Moi, j'ai travaillé dans des milieux très compétitifs et c'est clair que l'aspect émotionnel de ma personnalité, ça n'a jamais été très apprécié. Puis ensuite, sortir de cette idée que je suis différent pour se relier au monde, c'est-à-dire, voilà, une fois que j'ai pleinement intégré ça, ensuite, je peux de nouveau voir que finalement, il y a beaucoup plus de choses qui me rapprochent des autres que de choses qui m'en éloignent. Et puis, tout devient beaucoup plus simple à partir de ce moment-là. Mais ça, je dirais, c'est un peu une suite logique des étapes précédentes. Pour moi, c'est vraiment essentiel quand on a des troubles alimentaires de comprendre ça, que c'est important de suivre justement ces 4 étapes-là dont tu parles. En tout cas, pour ce qui est des troubles alimentaires et notamment de la boulimie, il y a un truc qui est essentiel et sur lequel je travaille beaucoup avec les gens que j'accompagne, c'est ce côté comprendre, accepter cette différence. Et puis, concrètement, ça c'était un petit peu ma question vis-à-vis du rapport aux autres, pas dans le sens comme quelle stratégie développer pour se protéger du reste du monde, c'est pas ça. Mais il y a forcément des frictions relationnelles. Il y a un inconfort, ce sentiment d'incompréhension, il est très très fort quand on ne sait pas qu'en fait on ne fonctionne pas comme les autres. Et c'est vrai qu'il y a un truc que je dis tout le temps, c'est juste, n'attendez pas des gens qui n'ont pas autant de récepteurs que vous, qui vous décodent à 100% si vous leur dites rien. Parce que souvent, le problème qu'il y a, c'est qu'on voudrait que l'autre, il lise presque dans nos pensées, quoi. Qui comprennent tout de suite, sans qu'on ait rien à dire, on voudrait presque se passer de mots. Accepter qu'on a une capacité, et c'est pas pour se mettre au-dessus, juste une capacité d'appréhension du monde qui est assez aiguë, et qu'on ne peut pas demander des gens qu'ils aient tous la même capacité. Ça, c'est hyper important. Et la deuxième chose, c'est cette histoire de repères, se fixer ses propres repères et son socle de valeurs. Ça aussi, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que tant qu'on ne fait pas ça, on reste complètement tributaire des autres, de ce qu'ils pensent, mais sauf que leur référentiel n'est pas compatible. C'est comme si les calques, ils superposaient pas, en fait. Ce que tu as dit, je suis complètement d'accord avec toi. Ce que tu as dit, c'est ultra important, dans le sens où la personne hautement sensible, elle a un problème d'estime de soi, de confiance en soi. Ça, c'est aussi neurobiologique. Hein. Ça fait aussi partie des écueils que j'allais de toute manière évoquer. Donc, elle voit ses difficultés, sa souffrance, le fait qu'elle se sent incomprise, mais ce qu'elle ne voit pas, c'est que la façon dont elle voit le monde, c'est un don. C'est-à-dire que ce qu'elle arrive à sentir chez les gens, l'intuition, la capacité de lire quelqu'un, ça, c'est quelque chose qui nous est propre, en fait. Et donc, on s'attend à ce que ça vienne en retour. La générosité du cœur qu'on a, alors, je dirais que ça, c'est quand il n'y a pas trop de blessures liées à haute sensibilité qui sont venues perturber ça. Je dirais que la personne hautement sensible qui est pleinement épanouie, elle est dans cette générosité du cœur. Et ça aussi, c'est un don qu'on a. C'est un don qu'on a. Et donc, moi, parfois, à mes patients, je leur explique ça comme ça. Je leur dis, ben voilà, c'est un peu comme les mathématiques, en fait. Cette intuition que vous avez, c'est une compétence. C'est comme d'être fort en maths. Et on ne peut pas demander à tout le monde d'être fort en maths. Les gens ne font pas exprès s'ils comprennent rien en maths. Moi, je sais parce que ma grande sœur, était pas très douée en mathématiques. Elle ne sera pas vexée certainement d'entendre ça parce qu'elle le sait elle-même. Et moi, ça a toujours été facile pour moi et je n'arrivais pas à comprendre. Et ça m'énervait, je dois dire, ça me frustrait. J'avais le sentiment qu'elle faisait exprès. Mais non, en fait, pas du tout. Donc, c'est aussi ça d'accepter de ne pas voir que les côtés qui sont difficiles pour nous, de voir qu'on a certaines compétences, puis de ne pas attendre que les autres aient les mêmes compétences que nous. Aussi, nous, on a envie d'aller profondément dans la relation, on a besoin de ça en vérité. Souvent, les personnes neurotypiques, elles, ça les met mal à l'aise. Donc, c'est aussi de respecter ça chez elles, en fait, et de pas justement de sentir ça dans les relations pour éviter des malentendus, pour éviter aussi de les mettre mal à l'aise, d'aller dans des choses qui soient trop intimes pour elles. De comprendre un peu voilà, comment eux ils fonctionnent, c'est vraiment ensuite fondamental pour pas soi-même se dire ben voilà, cette personne elle fait exprès, elle veut pas, elle m'aime pas, je sais pas quoi, tout un tas d'idées qu'on arrive à se mettre dans la tête tout seul d'ailleurs la plupart du temps, qui sont liées au fait qu'on vit dans des mondes un peu différents, je dirais.
Mm. Ouais, ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui se vérifie beaucoup, vraiment, dans les profils des personnes boulimiques, en tout cas celles avec lesquelles je travaille. C'est ce côté, on aimerait tout de suite entrer dans la relation, on aimerait tout de suite que ça matche. Et les personnes, alors toi tu dis neurotypique, moi c'est vraiment un terme que j'employais jamais parce que je voyais pas j'abordais pas, je suis pas scientifique du tout moi. Et donc je dis les autres, alors c'est pas forcément très heureux de dire ça, hein, mais bon. En tout cas, les personnes qui n'ont pas de condition hautement sensible, c'est vrai, le processus est beaucoup plus, comment dire, il y a une pudeur, quoi, en fait. Hein, il y a des étapes, il y a des codes sociaux, d'ailleurs, qu'il est bon des fois d'apprendre. Il y a un côté apprentissage aussi derrière ce que tu dis, apprendre comment fonctionne l'autre, comment je fonctionne moi. Et c'est vrai que souvent, les small talk, là, les petites conversations banales, ça met souvent hyper mal à l'aise les personnes hautement sensibles qui s'ennuient super vite, qui n'ont pas envie d'être là, qui aimeraient tout de suite qu'on rentre dans le vif, quoi. Parce qu'il y a un point qui me tient très à cœur, en fait, c'est de transmettre ce message aussi que être une personne hautement sensible, c'est un don, mais c'est un don qui doit être choyé. Et ça veut dire qu'il faut prendre conscience qu'il y a des besoins qui sont associés à ce don pour que ce don puisse pleinement, comment on dit ça, tu sais, se développer comme un potentiel en fait. Je dirais que la haute sensibilité, c'est à l'état de potentialité tant qu'on ne sait pas vraiment la maîtriser. Et le fait de respecter ses besoins, j'ai vraiment envie de transmettre ça, c'est ultra important pour pas que ça devienne une souffrance et un fardeau. Je dis ça parce que je sais aussi ce que ça veut dire, en fait, quand ça devient trop lourd à porter. Donc, j'aimerais dire que de comprendre sa haute sensibilité, ça permet aussi de mettre en exergue ou de mettre en avant les besoins qui sont spécifiques. Il y a un besoin de sens, il y a un besoin d'harmonie, un besoin de comprendre, d'accord? Et ça, voilà, cesser, je dirais que si je pourrais donner un conseil aux personnes qui écoutent, c'est cesser de croire que la façon dont la plupart des gens vivent, ça va vous convenir, de ne pas vouloir se forcer. Enfin, moi, j'ai fait 10 ans de psychanalyse pour essayer d'être comme tout le monde, ça n'a rien donné. Je suis sortie de là, j'étais détruite, en fait, pratiquement. Et aussi, il y a au niveau neurobiologique, hein, parce que c'est quand même une condition, il y a quand même certains risques pour la santé, notamment, alors, ces risques, c'est notamment au niveau de l'équilibre chimique, au niveau du cerveau. Il faut savoir qu'il y a des risques, notamment aussi au niveau des taux de sérotonine. Donc, il y a beaucoup de personnes hautement sensibles qui ont des difficultés à maintenir un bon taux de sérotonine. Souvent, il y a trop de réflexions qui épuisent aussi ces neurotransmetteurs-là et qui font qu'ensuite, il y a des appels pour le sucre qui sont physiologiques. D'accord? Donc, on comprend déjà qu'ensuite, ça donne des perturbations de type endocrinienne, ça donne une sensibilité au stress et c'est la porte ouverte après ça. La suite logique, c'est les troubles alimentaires, c'est les addictions, etc., qui sont en réalité, je dis ça parce que souvent on se culpabilise lorsqu'on est tombé là-dedans, mais ça, je trouve que c'est horrible en fait, parce que c'est comme, on est déjà mal et puis après on se culpabilise, donc soi-même, on s'autoflagelle une fois de plus. C'est en fait une tentative du corps de maintenir un équilibre. Merci de dire ça parce que vraiment les gens ont besoin de l'entendre. Vraiment, ça, ouais. Je veux dire, le corps fait ce qu'il peut, quoi. Donc, à un moment donné, cessez de vous culpabiliser, vous rajoutez une pression supplémentaire. Je veux dire, je vous en veux pas, je suis pas maîtresse d'école qui gronde, mais c'est juste pour dire que c'est logique, en fait, la façon dont les choses se passent. Si on se comprend pas et qu'on prend pas soin de ses besoins et qu'on prend pas soin de sa condition, ben, ça va créer des déséquilibres et ensuite, le corps va faire ce qu'il peut. Il y aura des déséquilibres de la flore intestinale, il y aura des perturbations intestinales, il y aura des troubles anxieux. Tout ça, c'est la porte ouverte vers ces troubles alimentaires ou autres pathologies, parce que bien sûr, tout le monde ne va pas vers là, mais finalement, c'est des variations d'un même thème. Donc voilà. Tout ça, moi, je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est fascinant. Simplement, vraiment, je dirais, commencer à apprendre la bienveillance, commencer à comprendre cette condition, à l'apprécier,
à comprendre un petit peu, à voir le monde depuis ce regard-là, ça va vraiment beaucoup aider, beaucoup, énormément. Et souvent, les troubles associés se résorbent d'eux-mêmes. Exactement. C'est ça qui est fascinant. Exactement. C'est vraiment, merci, mais 1000 fois, parce que c'est exactement ce que je pense que les gens ont besoin d'entendre. C'est vraiment ça. Arrêtez de vous en vouloir, parce que, en fait, moi, c'est pareil, je vais faire attention à ne pas partir dans tous les sens, parce que c'est un sujet qui m'anime tellement que je pourrais. Mais c'est hyper important d'avoir ce message. Donc déjà, je te remercie infiniment de le rappeler. C'est même pas, voilà, ça sert à rien de se culpabiliser, parce qu'en plus, il y a vraiment un côté où le corps fait comme il peut. Et vous aussi, les gens qui en souffrent, là, on parle bien en tout cas de troubles alimentaires, mais aussi de tout ce qui est associé. Il y a un côté, c'est plus fort que soi, c'est pas un choix. Et là aussi, si on fait une parenthèse là-dessus, c'est pour ça aussi qu'il faut accepter que le reste du monde, je suis désolée pour ce terme qui est très clivant, mais c'est pas le but. Mais je veux dire, tant qu'on ne vit pas ça, ou qu'on n'est pas vraiment capable d'envisager, vraiment de se mettre à la place des gens, c'est très compliqué de comprendre ces troubles-là. Et c'est normal, c'est pas de la faute des gens. C'est que quand on ne vit pas cet inconfort-là soi-même, ça semble évident de dire fais un effort, ou t'as qu'à manger moins, ou t'as qu'à aller marcher, ou des trucs comme ça qui sont juste d'un autre monde, quoi. Parce que tout ça, les troubles alimentaires, etc., il y a un côté addiction, il y a un côté plus fort que soi. C'est juste, on n'a pas le choix. Donc vraiment, je remets aussi, c'est juste pour en mettre une couche, mais ça ne sert à rien d'aller attaquer la question alimentaire, de se mettre un stress en plus, de se forcer à tenir des trucs qu'on n'arrive pas à tenir, puis de se dire je suis vraiment nulle, enfin c'est un truc sans fin. Mais par contre, les besoins, c'est ça en fait, c'est essentiel. C'est aussi un des axes pivots de mon boulot, c'est de dire mais ne jugez pas vos besoins, partez de là et arrêtez de calquer vos besoins peut-être sur ce que les autres vous disent de faire, parce que c'est pas pour vous. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, mais ce n'est pas le même mode d'emploi, quoi. Ouais. Quand on respecte ses besoins, mais pour de vrai, et ben en fait, finalement, l'obsession alimentaire et les troubles associés, elle s'estompe et elle disparaît, parce qu'on n'en a plus besoin, justement, pour survivre. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ça, parce que vraiment, moi, je m'enflamme trop des fois. Oui, j'ai un petit peu la même tendance que toi. D'ailleurs, c'est les personnes hautement sensibles qui ont ce côté passionné, hein, je veux dire, et c'est aussi magnifique. Mais en fait, je pense que c'est bien que les gens puissent entendre ça. À quel point ça, c'est vrai pour nous, en fait. C'est vraiment vrai, c'est vérifié, c'est éprouvé, je dirais. Non seulement chez moi, chez toi, mais chez les personnes qu'on accompagne. C'est pas quelque chose qu'on dit comme ça juste pour passer de la pommade, pour dire non, mais c'est pas grave. C'est vraiment ce que je dis là, je le pense du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je veux dire, sortir de cette dynamique de culpabilisation et d'autoflagellation, c'est vraiment une étape cruciale. Ensuite, il y a ce côté aussi manque de confiance qui est important de résorber, de travailler, de guérir. Et il y a aussi tout l'aspect émotionnel, en fait. Souvent, ces compulsions, ces tendances addictives, que ce soit alimentaires ou autres, c'est pour résorber un déséquilibre émotionnel. Donc, apprendre, ça fait partie des besoins dont on parlait, c'est apprendre à accueillir cet aspect émotionnel qui est très, très développé chez la personne hautement sensible. Et puis, sortir de ce surinvestissement dans le mental qui est finalement la stratégie automatique qu'on va utiliser lorsqu'on ne sait pas accueillir l'émotionnel. On va partir dans le mental. Ça va créer tout un tas de déséquilibres. Et puis, justement, ça va partir dans des troubles du système endocrinien. Il faut savoir aussi que chez la personne hautement sensible, il y a l'aspect du système nerveux, mais il y a aussi des aspects physiologiques, et notamment, souvent, il y a des problèmes au niveau du foie pour éliminer les toxines. D'accord. Alors ça, je ne le savais pas du tout.
Ouais. Alors ça, c'est important que les gens le sachent parce que je parlais d'hygiène de vie, des besoins. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de manger n'importe quoi, n'importe comment, de vivre dans un environnement bourré d'ondes électromagnétiques, de travailler dans un open space bourré de bruit. Enfin, voilà. Ça aussi, je veux dire, c'est pas de votre faute, hein. C'est juste votre corps fonctionne différemment, il a une physiologie différemment, il a des équilibres différents. Et c'est important de le savoir pour pouvoir prendre soin de soi. Il faut savoir, par exemple, que les éléments soufrés sont souvent mal métabolisés par le corps de la personne non sensible. Elle a la difficulté à éliminer les métaux lourds, par exemple. Et tout ça, ça peut créer ensuite plein de problèmes physiologiques qui vont créer justement ensuite. Et puis après, on va leur dire, oui, mais tu vois, tu as un problème psy, etc. Puis on va surinvestir au niveau psy, alors qu'il y a à la base aussi des problèmes au niveau du corps, de la physiologie du corps. Donc, c'est important de savoir ces choses-là. Voilà. Et il y avait une phrase que une fois un patient m'a donnée, j'ai trouvé fascinante. Il disait: prenez soin de votre corps pour que votre âme ait envie d'y rester. Et ça aussi, je crois que lorsqu'on ne se sent pas centré, pas connecté au niveau spirituel, appelez ça comme vous voulez, ça va donner des compulsions aussi forcément parce qu'on va chercher à remplir une forme de vide. Ouais. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais ça me paraissait vraiment important que les gens sachent ces choses-là pour qu'ils puissent apprendre à prendre soin de soi. Évidemment, c'est un survol là, mais si jamais ils peuvent venir chez toi ou chez moi pour avoir plus de renseignements si c'est nécessaire. Et je me permets de rebondir sur la dernière chose que tu as dite, Anita, sur la nécessité de prendre soin de soi. Et alors là, il y a une chose qui me semble quand même essentielle. Si je le raccroche à, du coup, au type de personnes avec lesquelles moi je travaille, qui sont donc vraiment dans l'addiction alimentaire, c'est que ce genre de choses, en fait, elle peut culpabiliser. Et du coup, je voudrais juste ajouter un truc là-dessus parce que quand on est addict à la nourriture, qu'on fait des crises, etc., prendre soin de soi, c'est très compliqué en fait. C'est-à-dire que c'est presque... C'est pareil, c'est du chinois, quoi. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Je me souviens que moi, quand j'étais boulimique, on me disait prends soin de toi. Ça m'énervait, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et du coup, j'ai juste envie de ça, c'est un message pour, on va dire, les personnes qui sont dans la boulimie ou les TCA, c'est que je crois que l'urgence, elle n'est pas sur le plan alimentaire. Mais et peut-être que tu n'es pas d'accord et ce serait tout à fait cool que dans ce cas, on en parle. Dans le sens où c'est pas impossible parfois, tant qu'on est vraiment dans l'addiction, de s'occuper de ça. Et donc, je reviens, tu vois, à ce que tu disais sur ce qui est essentiel pour moi, l'urgence vraiment, c'est de s'occuper de cette question de conditions hautement sensibles, dans le sens comment je fonctionne, mais quels sont mes besoins. Et là, peut-être qu'il y a du coup beaucoup de choses à se dire sur comment les écouter, comment percevoir ces signaux, etc. Que souvent, on surinvestit tellement le mental, on ne sait pas écouter ça. Oui. Mais c'est plus en termes chronologiques. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, moi qui ne suis plus dans l'addiction, je sais prendre soin de moi. J'ai toujours une sensibilité avec la nourriture. Quand ça ne va pas et que je ne me suis pas écoutée, je vais avoir tendance à vouloir aller de ce côté-là. Ça, c'est clair. C'est une corde qui reste, une sensibilité. Mais avant, ce n'était pas possible, quoi. On est dans un chaos alimentaire et je crois que de toute façon, ce n'est pas possible d'agir dessus tant qu'on est là-dedans. Il faut agir sur tout le reste, il me semble. Oui, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que il faut faire les choses par étapes. Moi, je crois que c'est contre-productif de focaliser sur l'aspect alimentaire parce que pour moi, c'est un symptôme. De même que ça l'est pour d'autres addictions. De même que ça l'est quand on est anxieux, de vouloir se forcer à arrêter de penser, ça n'a aucun sens. Donc d'abord, on doit apprendre à prendre soin de soi et on verra si ça fonctionne ou pas parce qu'on verra si les symptômes ou pas diminuent. Ouais. Voilà. J'ai juste voulu mentionner ces aspects-là de la physiologie, renforcer l'idée qu'en fait notre corps fonctionne différemment et donc une fois qu'on est dans le déséquilibre, ça ne sert à rien de se culpabiliser, c'est finalement un résultat logique du fait que il y a un moment donné, on a raté comment vraiment prendre soin de soi et ça commence d'abord par comprendre, ça commence d'abord par identifier et puis ensuite le résultat sera que petit à petit, on va avoir moins de compulsions et donc on va pouvoir commencer à prendre soin de l'aspect nutritionnel. Mais pour moi, c'est vrai que c'est la cerise sur le gâteau. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne sais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose là-dessus, Anita.
Donc, sur les écueils, je crois que j'ai dit pas mal de choses. Oui. Alors, si tu veux bien, ce que je pensais aborder du coup toujours dans cette thématique, c'était la question de ça. Alors, c'est vraiment une très vaste question et évidemment, on peut pas, enfin, on peut apporter des réponses, mais après, pour creuser, faut poursuivre la réflexion et surtout essayer de tester des choses. Enfin, c'est mon avis, c'est que faut essayer de les traduire dans sa vraie vie. Donc, on va faire comme on peut, mais est-ce que du coup, j'aurais bien voulu avoir ton éclairage sur comment est-ce qu'on fait pour d'abord peut-être écouter ses besoins qui peuvent se manifester par des signaux corporels, quoi. Et c'est ça, souvent, on ne sait pas faire, en fait. Oui. On ne le sait pas parce que, comme tu l'as dit, on est beaucoup dans notre tête, souvent. Alors, je me permets de dire on. Et puis, ça veut dire que on est même cognitivement pas vraiment outillé pour entendre les signaux du corps. Donc, à mon avis, ça commence par la connexion au corps. Alors ça, c'est un vaste terme. Et puis, alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? En général, la personne hautement sensible, ce qu'elle aimerait avoir, c'est un plan, action responsable de l'aide. Si je fais ça, le lendemain, il va se passer ça. Puis ensuite, voilà, ça, c'est un peu la façon dont on fonctionne. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi ça le problème. Donc, il faut pouvoir apprendre à sortir de là pour découvrir la relation au corps. Alors, par exemple, un des signaux qui va être, comment dire, un signal d'alarme, voilà. Donc, je n'ai pas trouvé écouter mon corps, je n'ai pas suffisamment écouté mon corps, ça va être les symptômes qu'on a mentionnés. Donc, je vais commencer à avoir très faim, ou j'ai plus du tout faim, ou je suis irritable, ou je suis très fatiguée, mais pas cette fatigue après avoir fait du sport, ou cette fatigue qu'on appelle la fatigue saine, c'est vraiment une forme d'épuisement. Je perds le sens, en fait, j'ai plus envie, je me sens vide, ce genre de choses. Ça, c'est des signes vraiment qu'à un moment donné, on a raté le coche. Pas pour se sentir coupable, mais juste pour pouvoir le détecter. À partir de là, ça va être apprendre les techniques qu'on appelle des techniques d'ancrage, par exemple, des techniques de connexion au corps. Et puis, là, je dirais que ça va être un travail de longue haleine. Dans le sens où plus je suis tombée dans l'aspect pathologique de la haute sensibilité, donc plus j'ai de symptômes de type addictif ou anxieux ou dépressif, plus le travail sera long, évidemment. Il faut commencer à réaliser que le corps et le fonctionnement cognitif a une certaine inertie. Ce n'est pas comme notre mental qui, lui, il a compris intellectuellement, tac, et on manque de patience souvent. On n'a pas de bienveillance avec nous-mêmes aussi. On a l'impression que si intellectuellement on a compris ce qui se passait, alors le lendemain matin, tous nos problèmes seront réglés, mais c'est plus compliqué que ça. Donc, c'est vraiment rééduquer son cerveau à percevoir les signaux du corps. Ensuite, apprendre comment le corps nous parle. Parce que toi, tu t'occupes beaucoup des personnes avec un trouble du comportement alimentaire et c'est vrai que c'est un des signaux préférentiels du corps. Il va souvent parler par la nourriture parce que depuis qu'on vient au monde, le fait de manger, ça calme en fait. Donc forcément, c'est évident, l'inconscient va souvent utiliser cette stratégie-là, mais parfois, c'est d'autres stratégies en fait. Parfois, c'est aussi des douleurs psychosomatiques, par exemple. Donc ça, c'est unique à chacun, c'est propre à chacun. Donc c'est commencer à, et je dirais avec une envie de découvrir, de se découvrir, commencer à apprendre comment le corps parle. Et donc, ça veut dire passer du temps dans son corps, à sentir son corps. Et là aussi, bientôt, je compte sortir des formations en ligne pour cet aspect-là spécifique. Si vous avez envie d'être informé de ça, il suffit de vous inscrire à ma newsletter, par exemple, ou à la page Facebook. Il y a des techniques vraiment pour apprendre dans la bienveillance, pas à pas, à se reconnecter au corps. Mais je dirais qu'il faut commencer avec des exercices courts. Souvent, de nouveau, on est perfectionniste, on va vouloir tout de suite commencer à faire 20 minutes de méditation par jour. Et moi, je n'ai pas le sentiment que pour une personne hautement sensible, ce soit raisonnable, ni faisable, ni bienvenu, en fait. Ça peut même, au début, très sincèrement, générer de l'anxiété. Donc, il vaut mieux commencer avec des exercices spécifiquement faits pour nous, qui font intervenir
par exemple le corps, mais dans l'action, où on commence à se familiariser avec nos sensations, à apprécier aussi. Quand on réfléchit beaucoup tout le temps, au début, d'arrêter de réfléchir, c'est stressant, ça fait du vide. Et puis, on n'est pas bien avec ça, on n'aime même pas tellement ça, en fait. Et parce que ça aussi, c'est une addiction très forte, hein, le fait de penser tout le temps. Donc, il faut commencer à se familiariser, à cultiver ces états en nous avec des petits exercices au début 2 minutes par jour. Ensuite, on continue, on commence à apprécier et puis on va toujours un peu plus loin. Ensuite, on fait des méditations peut-être guidées. Et là aussi, on apprend quelles techniques nous conviennent, celles qui ne nous conviennent pas. C'est vraiment, vous voyez ça comme un chemin de découverte de vous-même, apprendre comment je fonctionne, comment mon corps me parle. Quand il a cette douleur, ça veut dire, ah oui, comme toi tu disais, hein, c'est un peu ton point faible, la nourriture. Donc, tu sais, quand ça revient, tu sais, tu dis, ah ouais, ok, qu'est-ce qui s'est passé là? Et ça, on peut le faire que quand on sort de l'autoflagellation. C'est vraiment un questionnement. Ok, ah, j'ai envie de m'écouter, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Mais évidemment, là aussi, ça s'apprend. Même cette démarche-là, cette façon de se regarder avec amour et bienveillance, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. Pas à pas, jour après jour. Parfois, on progresse, on a l'impression qu'on a tout compris, le lendemain, tout est par terre. Enfin, voilà. C'est un peu sortir aussi de cet effet souvent dramatique qu'on a, nous, de voir les choses. Un jour, ça se passe moins bien, puis ça y est, c'est fini, on est de nouveau au départ, c'est comme si on n'avait rien fait. Enfin, cette tendance qu'on a de partir dans le drame. Non, c'est vraiment un chemin, j'ai envie de vous dire, de vous encourager aussi de voir ça comme un marathon et pas comme un sprint. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut y aller vraiment tout doucement, par petites touches chirurgicales. Surtout pas sans faire tout un truc là, un plan de relaxation là où on se met de la grosse pression derrière. Et rien n'en attendre parce que des fois ça va le faire, puis des fois il va rien se passer ou on croit qu'il se passe rien, mais c'est juste que on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas tout ce qui se passe. Et ça aussi d'ailleurs, c'est un autre sujet à part entière, c'est le côté le mental, il n'a pas accès à tout, le côté cognitif n'a pas accès à tout. Bref, voilà. Ça me fait rire ce que tu dis parce que, en fait, ça me fait penser aussi à moi quand j'ai commencé, tu sais, parce que je m'étais dit, voilà, donc il faut que je commence à méditer et tout ça. J'ai pris ça très au sérieux. Et puis, donc je m'asseyais comme ça, en position du lotus. Et puis je me disais, bon, il faut que j'arrête de penser. Et puis ça ne marchait pas du tout. Donc après, ouais, voilà, moi je ne saurais jamais méditer, je vais jamais sortir de là. Et ouais, ça m'a pris des années pour y aller petit à petit, pour apprendre comment. Ça m'a pris vraiment des années. Et je ne vais pas vous dire que vous allez voir aucun progrès avant 10 ans. C'est pas ça. Mais en fait, plus de pression on se met, plus ça augmente le stress, plus ça va augmenter les symptômes, les compulsions, etc. Donc vraiment, le premier pas, c'est de regarder ça avec bienveillance et puis de voir ça un peu comme une expérience qu'on va mener. Puis d'entrer dans la découverte, et des jours ça va marcher, puis des jours je vous dis tout de suite ça va pas du tout marcher, quoi. Même après 10 ans de pratique, il y a des jours ça marche pas. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai oublié de parler de ce cocon dont tu m'as mentionné dans ton mail. Ouais, ça c'est ultra important. Souvent on nous dit ouais, t'es étourdie, t'es dans la lune, t'es trop dans ton cocon, t'es trop dans ton monde, mais en fait il faut réaliser que pour nous c'est ultra important. Alors, évidemment, il faut apprendre à sortir de là pour rentrer dans le monde à nouveau. Mais c'est un équilibre, c'est une danse comme ça, en fait. C'est de respecter qu'on a des moments, ça aussi, ça fait partie des besoins psychologiques. On a besoin d'être avec nous. On a besoin de faire cette hygiène, cette douche mentale. On a besoin de cette soupape, en fait. Et d'être dans ce monde de bisounours qu'on aime tant. Il ne faut juste pas vouloir attendre que le monde entier soit comme ça. Ça nous appartient. C'est notre monde à nous, c'est notre ressource. Et puis, de respecter ces moments-là. Voilà. Excuse-moi d'avoir coupé. Bah non, au contraire. Non, au contraire. Et du coup, par exemple, moi, je sais qu'il y a une question qui revient souvent, c'est comment est-ce qu'on sait que c'est le moment, quoi, de retourner dans son cocon, en fait. Ouais. C'est une question un peu simpliste, mais c'est vrai, comment on sait? Ouais. Alors, je dirais que c'est compliqué quand on est vraiment trop dans le symptôme, de le sentir. Mais une fois qu'on est sorti de là et qu'on est de nouveau dans l'équilibre, dès qu'on se sent plus dans l'harmonie, qu'on se sent irritable, qu'on se sent fatigué, ça veut dire qu'il faudrait qu'on y retourne. Donc, il faut d'abord cultiver en soi ces moments où on se sent bien, où on se sent aligné, que on apprenne à voir ça comme la ligne de base. Parce que des fois, on est tellement
dans nos pathologies, en fait, dans notre anxiété, dans nos troubles, dans nos addictions, on croit que c'est ça, en fait, la normalité. On a oublié comment c'est d'être bien. Et une fois qu'on est bien, on sait que dès qu'on sort de là, il faudrait faire quelque chose, en fait. Mais ça prend des années. Je dirais que les signes vraiment qui, par exemple, chez moi, sont déterminants, c'est l'irritabilité. Quand je deviens irritable, ou quand je suis tout à fait trop dans la lune, ou quand je commence à, des fois aussi, comment dire, tu sais, je trouve plus mes mots, ou alors il y a des lettres qui comment dire, elles sont plus dans le bon ordre. Voilà, ça c'est des signes que je suis un peu à la limite, quoi, qu'il faudrait que je prenne du temps pour méditer, qu'il faudrait que je prenne du temps pour me reposer, et puis d'apprendre à respecter ça m'a vraiment énormément aidé à sortir des aspects plus pathologiques de la haute sensibilité. Mais là aussi, j'ai envie de dire que probablement que à tous, notre corps va parler d'une autre façon. J'ai des patients, par exemple, ils vont plutôt tout à coup avoir mal au dos ou avoir mal à la tête. Ou à des signaux émotionnels, c'est-à-dire que tout à coup, les peurs irrationnelles recommencent. Je me suis allée à la Migros, enfin, la Migros, c'est un magasin chez nous en Suisse, mais voilà, il y a des choses qui commencent à devenir très difficiles. Là aussi, tout ça, c'est des signaux qu'il y a un déséquilibre. Paradoxalement, on a du mal à lâcher quoi, le train, en fait, et à se dire, mais là, c'est même pas qu'il faut que je fasse une pause pour aller dans mon cocon. Moi, souvent, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est tout aussi productif parce qu'il y a ce souci de productivité. Et j'essaie de dire, vous n'êtes pas en train de gâcher votre vie ou de rater votre vie ou de rater un truc. Ça fait partie de ce que vous êtes. Parce que d'ailleurs, et ça, je ne sais pas si… Je suppose que c'est peut-être quelque chose que tu vérifies aussi chez les gens avec qui tu travailles, mais la contrepartie de ce vrai besoin de déconnexion, c'est que quand on est là, on y est, quoi. Quand on arrive à être dans un truc, en général, on a une productivité, une créativité qui est énorme. Mais pour que ça fonctionne, il faut accepter tout le cycle. C'est-à-dire pas juste être tout le temps là-dedans et cracher sur ses côtés où on a besoin de se recharger. Et souvent, je donne l'image vraiment du téléphone, quoi. Se mettre dans son cocon, c'est la charge rapide, en fait. Enfin, oui, tu as vraiment raison, en fait. Moi, je suis la même, en fait. Ça m'a pris des années, malheureusement plusieurs épuisements, pour réaliser qu'en fait, ce n'est pas un truc à négocier. Ce n'est pas optionnel. Et puis, je veux dire, voilà, c'est cesser de négocier avec ça. Ça ne sert à rien de forcer parce que après, de toute façon, le résultat, c'est toujours pareil. C'est que soit je me sens vide, soit je me sens anxieuse, soit je suis retombée dans mes troubles, dans mes migraines. Enfin, ça sert à rien, quoi. Poser ses limites et apprendre à respecter ses limites, c'est vraiment essentiel, effectivement. Parce qu'après, évidemment, d'être hautement sensible, ça devient un fardeau, c'est clair, ça fait que souffrir, c'est sûr. Donc, mais c'est vrai que ça demande pas mal de sagesse d'arriver à reconnaître ce moment-là, puis de dire, ok, non, mais là, ça ne sert plus à rien, en fait, parce que je perds du temps. C'est vrai que c'est aussi un des besoins du cerveau, en fait. Pour être vraiment efficient, le cerveau doit être à l'équilibre au niveau de ses neurotransmetteurs, il doit avoir suffisamment dormi pour être efficace. Une fois que le cerveau est sous stress, il faut savoir qu'on perd énormément de quotient intellectuel. J'avais envie de dire aussi que dans ces besoins dont on a parlé, il y a des besoins peut-être plus spirituels, fondamentaux, qu'il y a un moyen de vivre heureux dans ce monde, de trouver un équilibre, en fait, et puis de continuer, de retrouver cette capacité à s'émerveiller, de retrouver cette capacité à profiter des petites choses, en fait, que ça, c'est aussi un des besoins essentiels, et puis de trouver une mission de vie qui nous corresponde, des choses comme ça, de retrouver ce sens, en fait, ces choses-là. Ça aussi, ça permet de sortir de cette sensation de vide, et puis ça permet de guérir pas mal de troubles addictifs. Oui, mais complètement. C'est clair. Ça aussi, ça me semble tellement essentiel. Et en même temps, c'est vrai que c'est facile à dire quand on le dit comme ça. Et puis quand on est coincé dans ces mécanismes, on ne voit même pas comment c'est possible de faire autrement, quoi. Tu disais que tu faisais un travail très stressant avant. Et alors, moi, j'ai travaillé dans la marine nationale. Et là, aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller faire ça, quoi? Pourquoi? C'est fou. C'est à l'opposé. Et par exemple, moi, dans ce travail-là, que je m'étais engagée là-dedans parce que je pensais y trouver du sens. Et en fait, c'était absurde pour moi. Ça ne faisait jamais sens. C'était vraiment, on me demandait toute la journée de faire des choses
qui n'avaient pas de sens à mes yeux. Hein. Et c'est vrai que ce côté-là, faire les choses sans savoir pourquoi, c'est invivable, c'est très très dur. Je ne sais pas si c'est lié à la condition aussi hautement sensible, mais… Alors, moi, je pense que oui. Maintenant, je prétends pas détenir la vérité profonde, mais de ce que je comprends du monde et des autres et aussi des réflexions que moi j'ai eues quand j'étais encore coincée, j'ai envie de dire, parce que c'était ça, je me suis retrouvée piégée dans cette carrière qui ne me correspondait pas. Et les gens me disaient, oui, mais quand même, tu as une bonne situation, tu as ci, tu as ça, regarde, et puis tu réussis, et puis ça marche, machin, ça peut pas être complètement faux vu que tu es douée là-dedans, et vraiment, tu sais, rien que d'y repenser, ça m'énerve encore, parce que à quel point je me suis sentie incomprise, parce que non, pour moi, ça suffisait pas. Et tant que j'ai pas osé franchir ce pas de accueillir en moi cette part de moi qui avait besoin de sens, qui avait besoin de retrouver aussi l'espoir, je me sentais mais désespérée. Et là, je peux te dire que j'ai souffert d'addiction, vraiment, c'était douloureux à quel point, parce que vraiment, je pense que fondamentalement, il y avait ce vide à remplir. Et vraiment, je crois que de retrouver déjà une lueur d'espoir que c'est possible et qu'il y avait un chemin, ça a été une étape essentielle en fait. Essentielle pour qu'ensuite, après, comment dire, ça m'a donné la force de suivre tout ce chemin dont je t'ai parlé, parce que vraiment c'est un chemin, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas, etc. Mais au fond de moi, il y a un moment donné où j'ai recontacté avec cet espoir, avec cette oui, ça va, je vais y arriver, il y a une route, il y a un chemin, je peux le faire. Ça a été vraiment hyper essentiel. De respecter aussi que moi, tant pis, ma foi, ça coûterait ce que ça coûterait, mais j'allais faire ce qui faisait du sens pour moi. Et je ne pense pas que pour être heureux, on doit faire quoi que ce soit. Mais je pense que la personne hautement sensible, elle ne peut pas se permettre d'aller tous les jours faire un travail qui n'a pas de sens pour elle parce que ça lui demande trop. Et moi, je me souviens que toute la force et l'énergie qui me restait, je l'investissais pour arriver à aller au travail. Et je rentrais le soir et j'étais épuisée parce qu'en fait, ça m'avait pris tout ce qui me restait en fait de me forcer parce que c'était une suite de contraintes. Et une fois que j'ai retrouvé cet espoir, je ne dis pas que ça a changé de jour au lendemain et puis que tout à coup, tout était merveilleux, mais ça a été déterminant. Vraiment, dans ma guérison, même si ensuite le chemin a été long, mais ça a été déterminant parce que tout à coup, il y avait comme quelque chose en moi qui m'a portée. Ouais. Derrière, souvent, il y a des grosses peurs parce qu'on est partagé entre ce sentiment d'avoir besoin de faire les choses à notre manière et puis en même temps ce besoin d'être comme les autres, qu'on a vraiment tout à gagner à laisser tomber comme on peut. Et donc, c'est vrai que souvent, il y a des vraies peurs derrière, d'oser emprunter un autre chemin. Ce qui fait que d'ailleurs, je pense que beaucoup de personnes hautement sensibles se retrouvent piégées. Et qu'on attend souvent le point de non-retour pour se dire, là, c'est juste, en fait, même si je prends des risques, c'est ça où j'y reste, presque. C'est ça ou mourir. Donc, finalement, les gens, des fois, me disent, mais qu'est-ce que tu es courageuse? J'ai envie de dire, mais si vous saviez à quel point j'avais plus le choix. Donc, effectivement, il y a un moment donné, des fois, toucher le fond, ça a du bon. Mais moi, je souhaite ça à personne. Si vraiment, en écoutant ces paroles, ça peut vous redonner un peu de lueur d'espoir et que ça peut éviter une personne de tomber trop bas, tant mieux. Mais c'est vrai que, comment dire, je crois aussi que les personnes hautement sensibles ont un rôle à jouer dans cette société. Et je pense que le fait de jouer ce rôle, ça fait partie des besoins. Et donc, on peut demander de l'aide, on peut se faire accompagner, avoir peur, c'est normal. Le doute fait partie du jeu, en fait. De croire que vous allez y arriver sans avoir peur, c'est très utopique parce que la personne sensible, ça fait partie aussi, on ressent des choses très fortes, ça fait peur. Mais tout ça, ça fait partie du chemin. Mais alors, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Du coup, donc, je pense que pour cette thématique-là, on a abordé vraiment les questions essentielles. Il est probable qu'il y ait beaucoup de questions qui surviennent. Du coup, si vous avez envie d'aller plus loin sur cette question de la haute sensibilité, je vous invite à contacter Anita. Donc, je laisserai ton mail dans la description. Je laisserai le contact si vous avez des questions. Mais vraiment, n'hésitez pas, Anita, on est d'accord, si vous avez des besoin d'aller plus loin, ta messagerie est ouverte a priori.
Oui, tout à fait. Il y a aussi plein de vidéos déjà en accès libre sur YouTube qui donnent déjà pas mal d'informations. Oui, oui, c'est vrai que ça, et clairement, ta chaîne, elle est vraiment pleine de ressources. Donc, on a prévu d'aborder plusieurs thèmes. Donc, aujourd'hui, on est resté vraiment sur prendre soin de sa haute sensibilité et comment ça aide à vivre mieux. Et en partie, du coup, en quoi c'est une piste pour commencer à se libérer des troubles alimentaires, de l'obsession alimentaire. Et donc, ce qu'on a prévu d'aborder dans les prochaines vidéos, la prochaine fois, on a prévu de parler d'un thème, j'ai très très hâte, c'est la question de la responsabilité. Donc ça, c'est vis-à-vis de notre rapport aux autres, entre autres, et puis du monde, parce que souvent, quand on est hautement sensible, on porte un poids énorme sur nos épaules, avec beaucoup, beaucoup de responsabilité et de culpabilité qui n'est pas la nôtre. Et il y a beaucoup de questions que j'ai vraiment hâte de poser, et notamment comment vivre la souffrance du reste du monde, quoi. Ça, c'est un truc terrible. Souvent, et d'ailleurs, on n'a pas toujours de réponse. Mais bon. Donc ça, c'est l'objet d'une prochaine vidéo. Et puis, Ah oui, je me réjouis aussi beaucoup. ouais, Fascinant. on aura une partie, genre, je ne sais pas si elle fera partie de cette deuxième vidéo ou pas, mais sur les comportements justement de suradaptation et de fuite, là aussi dans notre rapport aux autres. Alors, peut-être que les deux finalement fusionneront, on verra bien. Hein. Mais c'est un thème qu'on va aborder. Et puis, un thème, je sais qui t'est cher, c'est vraiment en quoi justement le fait de prendre vraiment soin de cette condition, de ce don, c'est un cadeau en fait qu'on peut faire aussi à la société. Enfin, ça paraît super pompeux comme ça, mais en quoi il est vraiment important pour les personnes hautement sensibles de cultiver ce don parce que ça a une vraie utilité sociale en fait. C'est marrant ce que tu dis parce que chez la personne hautement sensible, il y a toujours cette peur d'être prétentieux, gonflé. Et moi, je crois, enfin, je dis pas que j'ai envie d'être une personne prétentieuse. Mais dans ma façon de voir le monde, on doit tous reconnaître notre lumière. Et je crois que si moi je reconnais ma lumière, ça n'enlève rien à celle des autres. Si moi je reconnais ma place, et je reconnais que j'ai une place, et je reconnais que moi j'ai une raison d'être ici, ça n'enlève rien de la raison des autres d'être ici. On a tous une bonne raison, et je crois que d'apprendre à se valoriser, à s'aimer, ça n'enlève rien de l'amour qu'on pourrait avoir pour les autres, au contraire en fait. Donc c'est juste de reconnaître que moi je suis un être de valeur, que je suis ici pour une bonne raison et j'ai envie de cultiver cette lumière. Et c'est pas l'appareil de dire que moi je sais, je suis machin, ce qui est en réalité une façon de montrer à l'autre que je manque de confiance et que j'ai envie de prendre de l'emprise sur toi. Moi, c'est pas ça que j'ai envie de mettre en avant, c'est vraiment juste, déjà, c'est vrai pour n'importe qui d'autre en général. Pour une personne non sensible, on va reconnaître la beauté d'une autre personne. Pourquoi, j'ai envie de vous dire, pourquoi on ne pourrait pas commencer par reconnaître la nôtre? Donc, c'est juste ça, de se dire, ok, si je suis là, soit je peux m'auto-flageller toute ma vie, me sentir nulle, penser que j'ai aucune valeur, que je suis là juste pour souffrir, ou alors je peux reconnaître qu'il y a une raison, qu'il y a une manière pour moi de faire briller ma lumière et que ça peut être que aider le monde. Voilà, c'est juste par rapport à ça. Je suis d'accord que ça peut paraître prétentieux, même de ma part. Et en revanche, je pense qu'il y a une question d'équilibre. Voilà. Je pense que la prétention, c'est vouloir dire je suis meilleur qu'un autre. Et en fait, de juste dire moi aussi, je suis là pour une bonne raison, c'est pas pareil que de dire ah ben moi je suis mieux. Voilà. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, c'est ça aussi, je suis d'accord. Il y a toujours cette peur d'être trop prétentieux. Et souvent, je me l'applique même pas assez à moi-même parce que souvent, je dis aux gens que j'accompagne, mais t'inquiète pas, t'en es tellement loin, même avec tous les efforts, tu seras pas dans la prétention. Donc, c'est aussi un bon rappel. C'est un bon rappel pour moi. Voilà, merci beaucoup, Anita. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur les prochains contenus ou sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Ben, en fait, j'ai envie de te remercier, Macha, pour ton invitation, parce que je pense que ça s'est senti, mais j'ai eu un énorme plaisir à faire cette première vidéo. Je me réjouis des prochaines. Je trouve que les sujets que tu as envie d'aborder sont fascinants. Et puis, voilà, c'est magnifique de faire ça en binôme, en fait. Alors, j'avais juste envie de te dire merci. Merci à toi. Mais vraiment, alors moi aussi, tu sais, je me réjouis déjà que ça te réjouisse vraiment. C'est vrai, c'est hyper agréable.
Et moi, enfin, je suis hyper contente. J'essaie même de me calmer en me disant, c'est bon, ne l'envahis pas, mais je suis hyper contente parce que je suis vraiment ton travail avec intérêt. Enfin, je me dis, mais il faut que ton message il soit diffusé absolument pour moi, quoi. Donc, voilà, donc merci surtout à toi, merci beaucoup. Et puis, ben, j'ai hâte qu'on fasse les prochaines interviews. Du coup. Avec grand plaisir.